Top 100 all time, top 100 all time. Top 100. Yes sir. C'est lundi. On est quel jour? Lundi, le meilleur jour de la semaine. Ça, on le répétera jamais assez, je pense. Maintenant, je vois qu'il y a pas mal de gens qui le répètent aussi. Il y a pas mal de gens qui, quand ils arrivent le vendredi soir, limite, ils sont là genre, qu'est-ce que je vais faire pendant 2 jours, quoi, en attendant le lundi. Tout à fait. Cette impatience qui monte le dimanche soir. C'est quand même cool. Cette excitation par rapport à une vie qui va soudainement devenir beaucoup plus joyeuse et rayonnante dès le lundi. Vous le connaissez, c'est le classique, le lundi midi, on déjeune ensemble. Ceux qui ont du décalage horaire, on bouffe ensemble ou on dort ensemble. C'est le top 100 all-time de Trash Talk sur la saison 2019-2020. On se fait plaisir. On a déjà fait une bonne vingtaine de joueurs. Et donc le concept, inutile de le rappeler, juste de 100 à 1 jusqu'en juin 2020. On va présenter les meilleurs joueurs de tous les temps en se basant sur les mêmes classiques, c'est-à-dire palmarès, statistiques, impact, bim bam boum, la tête à McDo. Objectivité totale. Impartialité. Tout à fait. Tous ces mots-là, très importants dans les classements de joueurs. Aucune préférence pour ces franchises de cœur. Toujours le hashtag aucun débat. Hashtag expert. Ça, j'aime beaucoup sur les réseaux sociaux, les mecs qui débarquent. Non, mais lui, il est devant lui, il n'y a pas de débat. Ouais. Ça, je vous adore, mais zéro débat. Zéro débat, ça les gars, ou les filles, en général. Il y a débat, en fait, en général. En fait, il y a des... En fait, si. Et sauf si, sur des cas très, très larges, où tu as vraiment un gros consensus. Non, mais tu vois, genre... bien sûr, il y a des bas et il y a des barres, parce que dans les commentaires, il y a 2-3 trucs aussi, au niveau des bases. Mais c'est cool, en tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant de regarder tous les top 100 et les discussions que ça génère, et j'avoue, moi-même, des fois, je lis les discussions et je dis, putain, au début de la discussion, je suis là, attends, il est ouf, il a 30 places de trop pour lui. Puis il a pas tort, il a pas tort. C'est vrai, en même temps, faut voir. C'était tout le but de l'aventure, justement. Donc, ceux qui ne se sont toujours pas lancés, vous n'hésitez pas. Toutes les teams que vous connaissez, on vous salue. Les trônes, le quinoa, qui d'autre, expatriation. La semaine dernière, c'était Bœuf Bourguignon. Je crois que j'ai fait Gigot de 7 heures aussi. Là, après-demain, là, on est sur quoi? On est sur les... Sur la dinde? La team, là, il va y avoir de la team dinde. Il va y avoir de la team chapon. Tout à fait. Il va y avoir de la team... Bulot. Bulot, huître. Il va y avoir de la team fruits de mer en général. Il y aura une team foie gras. La team rince-doigt, tout à fait. Il y aura une team foie gras. Il y aura une team pas de train aussi. Tout à fait. Et notamment une petite dédicace à la team. J'en ai vu certains... donner le biberon à la petite fille ou au petit pendant que ça regarde le top 100. Team biberon. Ça, j'aime bien. La team ça, biberon, c'est bon, ça, team biberon, ça. Donc, du coup, on commence la semaine avec le top 100 all-time. On va faire les places 78, 77, 76 aujourd'hui. Vous pouvez regarder les épisodes précédents pour voir tout ce qui s'est dit et passé. Mais comme d'hab, le menu il reste le même. On va d'abord répondre à vos questions parce qu'il y en a des milliers dans les commentaires. Et ensuite, on fera le reveal des 3 places. Puis, on terminera avec le petit débat. Tu as les questions? Je cherche. Là, écoute, on attend la tech, comme on dit. N'hésitez pas, comme d'habitude, évidemment, à envoyer des questions sur le top 100, parce qu'on a vu, vous étiez plein à poser des questions sur l'actualité, etc. On essaie d'y répondre pendant les apéros, mais là sur le top 100 all-time, on reste le carré. Voilà, ça arrive. Ça arrive je suis sur le doc. Magnifique. Parce que mine de rien, on va tout lire. C'est ça mouline. On va tout lire, et après, on prend ce qu'on estime être les plus intéressantes aussi... excusez-nous, mais on ne reprend pas les questions auxquelles on a répondu déjà. Ouais, regardez les épisodes précédents si vous avez des questions, parce qu'on y répond, quand même. Alors là, j'ai vu pas mal de questions sur comment classer Tracy McGrady, tu vois, j'étais là, attends, je comprends pas, parce qu'en fait, je crois que c'était la semaine dernière. La discussion de la semaine dernière. C'est ça. Donc bon. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour faire votre top 100 all-time? Tout ça, on en a déjà parlé. Donc, voilà. Bon, moi, j'ai quelques petites choses. Tu veux que j'envoie des questions là? Je pense que cette semaine, on va inverser. Alex, pose des questions. Quelle année de draft est la plus représentée dans votre classement? Oh putain. Celle-là, je l'ai prise parce que je trouve qu'elle est très très chiante. Parce que je pensais qu'on avait 3 heures à répondre. C'est une question de notre ami Yoni92. Très bien. Yoni fait chier la question. Alors, comme ça à l'œil. Il y a des classiques quand même qui ressortent. Il est clair que des drafts comme 84 et 85, il y a des clients, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs clients issus de ces drafts-là. 96 et 2003, forcément, ça toque à la porte. 96, il y a du monde. 96 et 2003, tout à fait, il y a du beau monde. Ça commence à toquer, donc tu te dis, bon. Après, il y en a qui sont un petit peu sneaky. Regardez celle de Dirk, qui est la même que Pierce. 98. Si je dis pas de bêtises. 98. C'est Pierce et Vince Carter, peut-être, quelque chose comme ça. Ouais. Qui doivent être dans la même cuvée. Je dirais quand même que les 84, 2003, 96,
85 et... Après, il faudrait checker les grosses années de draft dans les années 60-70, hein, parce qu'il doit y avoir du client aussi qui dégage de là. Ouais, mais c'est souvent 2-3 joueurs. Là, il y en a vraiment 5-6, tu vois. C'est possible, ouais. Voilà pour ta réponse. Voilà, Yoni. Question de Elbast. Salut. Oh, ça, c'est un beau prénom, ça. Elbast. C'est un pseudo au plus, je pense. Hein. Non, c'est un prénom. Ah bon? Elbast? Je sais pas, vas-y. Tu sais pas? Est-ce que être dans le top 10 all-time à son poste vous garantit une place dans le top 50 ou est-ce que par exemple être 11e meilleur meneur, c'est possible d'être mieux classé que le 9e meilleur ailier fort par exemple? Prise de tête là. Alors, t'as pris des questions de... C'est double question, c'est une double question donc double réponse. Pour moi, si t'es considéré dans le top 10 all-time à ton poste, t'es pas tout à fait forcément sûr d'être dans le top 50. Non. Mais tu vas pas en être bien loin bien quand sûr, même. Parce qu'il y a des postes qui sont plus importants que d'autres, ou mieux fournis. On en a parlé au tout premier épisode, je crois, de la répartition des postes. Et on avait dit qu'il y avait forcément... c'est un jeu, le basket, où il y a quand même 30 à 40 ans de jeu intérieur, avant que ça devienne aujourd'hui l'ère des extérieurs. Donc peut-être que le 13e ou 14e pivot, il passe devant le 9e ou 8e arrière. Moi, j'ai classé les mecs... J'ai une petite colonne qui me dit sur le poste combienième il est. Ouais. Donc par exemple, moi, je peux déjà vous dire... Attention au spoil. Ouais. Que dans mon top 50, je n'ai que 8 arrières. Ok, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Moi, je sais qu'il y a... Je vous laisse faire. Voilà. Je sais qu'il y a une propension à avoir des ailiers aussi. Je crois que j'ai été un peu plus généreux sur les ailiers dans le top 50. Oui, les ailiers, moi j'en ai 11. Voilà. Les meneurs aussi j'en ai 11. Les pivots j'en ai plus. Et les arrières, après, il y a aussi une discussion genre... C'est ça. T'es arrière ou t'es ailier? Par exemple, la semaine dernière, on a parlé de T-Mac. C'est un arrière ou c'est un ailier? Voilà, c'est pour ça que tout à fait. De toute façon, les postes, on en avait débattu pendant longtemps. Donc, non, c'est sûr que ta place dans un top 10 all-time qu'on a fait sur chaque poste, d'ailleurs, il faudra qu'on en fasse une update parce qu'il y a eu 2-3 trucs qui se sont passés en NBA depuis. Ça ne te garantit pas une place dans le top 50. Donc, tu peux tout à fait avoir, comme était prévu dans l'exemple de Elbast, le 11e meneur qui soit devant le 9e ailier fort. C'est ça. C'est possible. C'est ça. On n'est pas dans un classement par groupe de 5 majeurs. Je sais qu'il y en a à qui ça tient à cœur, mais pour moi, c'est pas possible, pareil. Ça n'a pas de sens. Puis les palmarès aussi, je veux dire, la discussion qui se passe tout en haut des pivots et des ailiers forts n'est pas la même que tout en haut des meneurs, par exemple. Il y a 5-6 mecs ailiers forts qui sont là, genre ça joue des coudes, et il y a 3 meneurs qui se disent bon. Et les pivots, bonjour. Ils sont 15. Les pivots qui sont là, genre en fait j'ai 5 bagues, mais je suis 8ème, je fais comment? Alors que chez les meneurs, c'est un peu compliqué. J'ai pris 15 000 rebonds, j'ai 24 000 points. Alors c'est compliqué. Comment ça, je suis pas dans le top 10 des pivots? En tout cas, ta présence est assurée dans le top 70, quoi, à peu près. Oui, quand même. Question de Alpacas Gang. Ça aussi, c'est un beau prénom. Alpacas. Question de points. Si nous parlions de talent de joueurs purs, 1 contre 1, sans compter ni la popularité, ni les trophées, ou la renommée, ou le classement, est-ce que dans ce cas-là, notre classement serait radicalement différent? En gros, si tu es au Playground, la loi du et que Playground, tu fais le top 100 des meilleurs joueurs de 1 contre 1 comme ça, mode rue, juste un ballon, un cercle, bien sûr. Si tu prends que ça, ça va être différent. Oui, même T-Mac, là, j'en reviens encore mon exemple de T-Mac. Clairement. Un playground, T-Mac, tu prends T-Mac ou Tim Duncan sur un playground? Wow, t'es mort. Alors là, putain. Sur un playground, mec. Tu réfléchis quand même. T'es un grand malade. Tronche. Stop. La tronche. Carré rouge. Mais est-ce que tu prends par exemple des mecs qu'on a rentrés dans notre top 100? La réponse. Quoi? La réponse. The réponse avec un R majuscule. The réponse, The vérité aussi. The vérité, ça change The vérité sur un playground, à mon avis. Il doit pas être facile à prendre. Il doit pas être facile à prendre, mais faut... Pas être facile à scorer. Hein. Faut carrément... Ouais, tout à fait. Non, mais... Par contre, des Mutombo et des Ben Wallace sur un playground. Oui. C'est pas si simple parce que est-ce que tu les prends? Bien sûr. Serait désavantagé. Tu ne peux que être impacté forcément par ton palmarès, parce que les grands pivots qui portaient le numéro 33 à New York, ou les grands intérieurs qui parlent sur TNT, qui jouaient les postes ailiers forts, ou les mecs qui ont des gros tickets. Oui. Quand t'as pas le palmarès qui va avec, pourtant le côté intrinsèque, il est indéniable. Donc si tu fais une loi du playground, évidemment que le classement est totalement différent. Ouais, tout à fait d'accord. Franchement.
Oh, tout à fait d'accord. Pour moi, le classement est complètement fort. D'ailleurs, je le trouve pas très intéressant, ce classement, parce que je pense que c'est le top 100 all-time. Non, ce classement de 1 contre 1, parce que je pense que c'est qu'une donnée parmi beaucoup d'autres. C'est ça que je veux dire, en fait. Elle est importante, mais c'est une donnée parmi tant d'autres. Tout à fait. Voilà. D'accord. J'ai retenu pour Tim Duncan. Oui, bah, écoute, voilà. Attends, pardon, c'est pas très clair mon truc, là. Oui. Question de Luca Muccio. À quel point avoir joué avec un autre ou plusieurs autres joueurs du top 100 influe sur le classement d'un joueur? Et là, il y a un exemple bien précis. James Worthy, il a joué avec 2 top 10. Ça, top 10, ça c'est Luca Muccio qui le dit. Est-ce que ça baisse son classement car c'était le moins fort des 3? Ou alors, est-ce que plutôt ça le place plus haut parce que justement, il a réussi à performer avec 2 top 10? Ça en revient, je crois que c'est il y a 3 épisodes. On a eu un débat sur les lieutenants. Sur les lieutenants et aussi sur le côté contexte. Là, encore une fois, là, dans l'épisode Timac, on a beaucoup parlé contexte. Ça impacte, c'est sûr et certain. Mais après, il faut tout prendre en compte. Et donc, notamment, je crois que tu as reveal, toi, Chris Bosh. Ouais. Et donc, on a eu le double exemple en tant que franchise et en tant que lieutenant. Et pour prendre l'exemple de la question, qui est l'exemple de Worthy, James Worthy, on en parlera peut-être à un moment donné dans ce classement all-time, il a été MVP des finales. C'est vrai que s'il n'avait pas joué avec Magic et Jabbar, est-ce qu'il aurait ne serait-ce qu'été jusqu'en finale? Donc, tu vois, voilà. Donc, effectivement, oui, il y a tout un débat dessus. Oui, ça influe. Bien sûr, mais il y a tout un débat. Oui, c'est un débat. Maintenant, te dire, est-ce que ça fait plutôt baisser le mec ou est-ce que ça le fait plutôt monter? Moi, j'aurais tendance à dire que ça le fait plutôt monter. Ça le fait monter. Parce qu'en général, ça apporte du palmarès. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est sûr. Le débat complet, il a eu lieu. Vous pouvez le voir sur à la fois les lieutenants et à la fois les mal alpha, etc. On l'a fait il y a quelques épisodes précédents, donc réponse en détail, notamment là-dedans. Allez, petite question plaisir, là. Allez. Ness Rosat, combien de numéro 1 de draft avez-vous dans votre top 100? Oh merde. Je peux prendre les... Ouais, attends, je vais pas le faire de tête. Hein. Ah non, de tête, non. Moi, je vais essayer de le passer en revue vite fait. Alors, attends. Au moment qu'on le fasse ensemble. T'en as... Si ça charge. 1, 2, 3. On est bon. 3. 4. Je vais en rater, peut-être. Peut-être, hein. 4, 5, oui. 6, 7, 8, 9. 7. Je crois que j'en ai... Je crois que j'en ai pas plus que 9. Moi, je crois que j'en ai... Dwight, il est 1. Hein. Dwight, il est numéro 1 de sa draft. Dwight, il est numéro 1 de sa draft. Dwight, il est numéro 1 de sa draft. Je crois, devant Okafor et compagnie, non? Non? Avec Orlando? Ouais. Dwight, il est numéro 1. Là, comme ça, je suis incapable de te le dire. Donc, ouais. Vérifier. Il y en a bien... Un peu moins de 10. Ouais, il doit y en avoir 10. On va la jouer comme ça. Donc, mine de rien, être numéro 1 de draft, c'est quand même pas que mauvais... Enfin, c'est pas forcément... C'est un mauvais présage, Anthony Bennett. Ça veut quand même bien dire quelque chose, parce que si on a tous les deux 10% de notre top 100 all-time qui vient d'un numéro 1 de draft, ça veut dire que sur la masse du nombre de joueurs qui sont passés sur les parcs NBA, ça veut dire quand même que les scouts sont pas si mauvais que ça. Tout à fait. Ce qui prouve aussi, si vous avez le temps de le faire et que vous faites un top 100 all-time, que ce serait pas mal de voir quel est le spot de draft le plus représenté. Parce qu'il y a des spots un peu dark, genre souvent le numéro 2 de draft, on se pose des questions. Le 13. Mais en même temps, on se dit, wow, il y a beaucoup de mecs en fait qui sont en 7 ou en 8 et qui sont dans ce top 100 all-time. Ça peut être intéressant, tout à fait. Question suivante. Voilà, moi c'est ce que j'avais. Très bien. Pour tes questions, si tu as des bonus de questions, vas-y. Eh bien non, ma foi, on va en garder pour la prochaine fois. N'hésitez pas à en balancer, vous, dans les commentaires pour qu'on puisse se faire plaisir et bien fêter ces fêtes de fin d'année. Alex, on perd pas plus de temps? Allez. Ça va être l'heure des reveals et qui dit reveal dit forcément le gros tableau. Clap, clap. Allez, vas-y, envoie. Merci Léon, ça c'est le top 100 all-time de Monsieur Alex. On est des places 100 à 79. C'est bien. C'est pas mal. C'est bien rempli. Ça commence à prendre forme, comme on dit dans le jargon. C'est ça. Et bah non, c'est le mien. Je vous montre le mien. Voilà. J'ai eu beaucoup de discussions et de négociations autour de la place de McGrady.
Là, sur la semaine écoulée, Ouais. pas mal de gens qui sont venus me voir en me disant, dis donc, quand même, genre, j'ai eu les deux discours. J'ai eu le discours, genre, mais lol, McGrady, il est dans ton top 100, Alex, je croyais que t'allais même pas le mettre. Ouais. Genre, il mérite même pas d'être Hall of Fame, Ça, tout je veux bien comprendre. Et j'ai eu aussi l'inverse, genre, mais gars, McGrady, il peut être beaucoup plus haut, on se rend pas compte, le talent qu'il avait, blablabla. Mm-hmm. C'est intéressant comment il divise celui-là. Ah bah oui, c'est pour ça que vous allez le retrouver vers Celui-là, avril. il divise bien. Il divise même plus, où j'avais eu des discussions précédemment sur le positionnement de Ben Wallace, Mutombo, donc ces joueurs quand même faibles offensivement. Mais là, McGrady, j'ai senti plus de... En tout cas, j'ai eu plus de commentaires, de discussions. Joueur moderne aussi, donc forcément, ça impacte un peu plus. Oui, puis il a le côté qui brille, quoi. Tout à fait. On va reveal la place numéro 78. C'est parti. Ta-ta-ta. Moi, je suis sur un ailier fort. Moi, je suis sur un ailier qui est fort. Ah, joli. Jean-Michel Punchline. Hein? Ouais. Bernard King. Monsieur Chris Bosh. Bernard King, Chris Bosh pour Bastien, Bernard King pour moi. J'ai l'impression qu'on a déjà présenté l'un et l'autre. Toi, c'était moi, j'ai déjà passé Chris Bosh. Moi, Bernard King, c'était aussi moi, c'était la semaine dernière. Ah non, donc... Chris Bosh, ça fait un peu plus longtemps, moi. Ouais. Moi, je crois qu'il doit être Bernard King en 80, pas. à peu près. Moi, Chris Bosh... Ah, mais toi, Bernard King, c'était la semaine dernière. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment très proche. Et Chris Bosh, moi, il était il y a 2 semaines, il est en 82 chez moi, Chris Bosh. Oui. Bon, ce ne sont pas des décalages très notoires. Non, tout à fait. Quoi. Moi, je te la fais en speed, hein, évidemment. À chaque fois qu'on a un joueur que l'un des deux a déjà présenté, vous pouvez aller dans la vidéo initiale, puisque le profil est fait en long et en large. Ouais. Chris Bosh, tu as déjà tout dit. Hein, on apprécie évidemment le côté franchise player et ensuite soldat, donc de Toronto à Miami. Tu as très bien fait, notamment tout ce qui s'est passé. Management, un chelou à Toronto. Hein, merci Brian Colangelo. Hein, ça, c'était très très beau ce qu'il a eu le droit de toucher monsieur Chris Bosh. Numéro retiré à Miami, hein, ça y est, c'est fait. Mais la question, est-ce qu'il va être retiré à Toronto? Chris Bosh. Pour moi, il pourrait. Hein. Ce serait pas hallucinant. Parce que quand il quitte Toronto, le copain, c'est le meilleur marqueur all-time et rebondeur de la franchise. Depuis, il y a eu du DeRozan et d'autres joueurs. Il a bien contribué en plus dans l'histoire de la franchise. Je trouve que c'est à l'échelle des Raptors. Oui. Moi, je trouve que ça se discute fort. C'est ça. Et les 2 autres petits points que je voulais rajouter par rapport, parce que j'ai revu un petit peu ce que tu avais dit à l'époque sur lui, ma foi, 2 choses. La première, pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir, il y a une interview assez sympathique entre LeBron, Drake et Chris Bosh sur notamment l'évolution du basket à Toronto. Et il est indéniable pour les habitants de Toronto et même pour un type comme Drake qui vient de là-bas qu'il y a un avant et un après Chris Bosh. Vince Carter met vraiment les bases. Début des années 2000, fin des années 90, pour mettre vraiment le spotlight sur Toronto en tant que... C'est un petit peu le vilain petit canard de la NBA, c'est la seule franchise qui est hors des États-Unis. Sur la carte, Vince. Tout à fait. Et après, en fait, Chris Bosh, il ramène de la crédibilité et du respect aux Raptors. Et à partir du moment où il va être très bon, All-Star respecté, il y a de plus en plus de joueurs qui vont voir Toronto de manière différente en tant que free agent, parce qu'il y a ce côté vraiment c'est lui qui est un joueur très bon, All-Star indéniable. S'il souhaite rester là et performer là-bas, c'est qu'il y aura des choses à faire, ce qui va mener ensuite la construction, Masai Ujiri et tout. Donc vraiment l'hommage qui est fait de la part des Canadiens à Chris Bosh est assez important. Et les 2 derniers points que j'avais mis, premièrement, on a tendance à l'oublier, mais en 2010, quand il va à Miami, donc il y a Wade qui prolonge, il y a LeBron qui part de Cleveland, Bosh qui part de Toronto, c'est un sign and trade. Oui, c'est vrai. Le mec est quand même gentleman, parce que souvent l'image qu'on a du côté de Chris Bosh, c'est que c'est un gentleman. Le mec a quand même dit, à la différence d'un autre joueur, je vais quitter ma franchise et je vais essayer quand même de ne pas les mettre dans une merdasse totale. Il y a une trade exception à hauteur de 17 millions, je crois, à l'époque en 2010, et du pic de draft envoyé à balle par Pat Riley. Donc voilà, Chris Bosh, il tenait quand même à partir en faisant les choses bien. Ça allait dans son sens en termes d'image de gentleman. Et dernier point, évidemment, dans les plus grandes phrases de commentateurs de l'histoire de la NBA, c'est les And the Steel by Larry Bird, nanana, ou peut-être No Jordan, Financial, exactement. Ça, là, ouais. Il y a quoi? Il y a Rebound Bosh, Back to Allen. Rebound Bosh, Back out to Allen, is three pointer bang. Enfin, je veux dire, le mec est central dans une des plus grandes actions de l'histoire. Il a pris un petit rebond qui compte, hein. Ça, non seulement il prend un rebond qui compte, mais cette présence d'esprit de se retourner et de donner tout de suite la balle à Ray Allen,
Ça lui ressemble bien dans l'ensemble de sa carrière. Exactement. C'est qu'on a tendance à dire le shoot, c'est Ray Allen, il y a le comeback de LeBron, mais on oublie quand même que Bosh se démène comme un diable au rebond pour prendre cette nouvelle possession et donner la balle à Ray Allen qui va sauver et mettre un des shoots les plus importants de l'histoire. Bref, Chris Bosh, il est en place 78. Moi j'ai mis Bernard King, t'en as bien parlé la dernière fois. Pas grand chose à ajouter sur le profil du joueur. Joueur vraiment fort techniquement et physiquement. Joueur que je qualifierais de fauché en pleine gloire un peu là. Fauché, c'est le cas de le dire. Non mais tu vois, cette blessure au genou, sur une action complètement anodine là, que tu avais décrite, là, un retour de contre-attaque et tout, il retombe tout seul. Enfin, c'est même pas histoire ou quoi. Enfin, c'est tout seul, le genou il se démantèle là, qui lui a fait rater 2 ans. 2 ans vraiment. On a tout dit, ligament, tibia, péroné, clavicule, parce épaule. Que c'est vrai que c'est pour ça que je le mets pas plus haut. Moi, c'est le côté. Il y a le côté, il a rien gagné en termes de trophées, vraiment. Il n'a pas été MVP, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de machin, tout ça. Et en plus, il y a le côté fauché en pleine gloire, donc on n'a même pas pu tellement déguster son prime. Ça l'a pas empêché de nous faire plus de 10 saisons de très très bonne qualité, scoring rebond. Il y a ce comeback avec les Bullets. Donc ouais, non, c'est un top 100 all-time. Je l'ai eu longtemps plus haut. Puis petit à petit, à force de réfléchir, de comparer, de peser le pour et le contre, le machin, il a fini là en 78. Il aurait fallu qu'il joue un peu plus de matchs. Il aurait pas fallu qu'il y ait cette blessure de merde, quoi. Ça aurait changé beaucoup de choses. Ça aurait changé vraiment beaucoup de choses parce que les lignes statistiques sont quand même vraiment folles. Le Bernard King en forme. Ah, c'est chaud, hein. Bien sûr, je suis bien d'accord. C'est tendu, hein. Vraiment, c'est tendu l'autre. Je suis bien d'accord. Mais c'est vrai que voilà. Ouais, c'est une grosse blessure. Ça gâche sur son prime, quoi. Pourquoi enfin, après, ça se joue à 2 places près, hein, mais pourquoi la façon dont tu as catégorisé par rapport à T-Mac, notamment parce que je pouvais pas mettre Bernard King devant T-Mac, c'est purement subjectif. Derrière T-Mac. Et en plus, je trouve que. mais c'est pour ça que je pose la question. Prime Bernard King, on en a vu qu'un petit prémisse, parce que vraiment, cette blessure au genou, elle tombe vraiment pile poil dedans. La saison où il se blesse, il est à 33 points par match, avec du rebond, de la passe, des pourcentages au tir. Bon, voilà, laisse tomber et tout. Ça shootait pas trop à 3 points à l'époque, donc c'est difficilement comparable avec un T-Mac, et alors encore moins comparable avec ce qui se fait aujourd'hui, parce que ça shootait vraiment pas trop à 3 points à l'époque. Mais je pense qu'il a rien à lui envier, vraiment, je le pense. Et deuxièmement, je trouve que, tu vois, T-Mac, il aurait fait un comeback à la Bernard King. Ouais, c'est ça. Eh ben, tu sais quoi ? Il serait 15 places plus haut dans mon classement. 15, j'en sais rien, j'ai pas fait le calcul exact. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais le comeback de Bernard King, c'est quelque chose de vraiment énorme. En fait, quand tu regardes dans l'histoire du basket, c'est historique. Des mecs qui reviennent à un niveau aussi élevé, à une époque pareille, et qui redeviennent All-Star, je veux bien qu'on m'en trouve en fait tellement. C'est pour ça que je posais la question. C'est que c'est important de remontrer aussi ce qu'a fait Bernard King. Exemple actuel, historique. Si jamais, je sais pas si ça arrivera, si jamais un type comme DeMarcus Cousins, là qui vient de galérer, ça fait 2 ans qu'il galère DeMarcus, entre le tendon d'Achille, le genou, le machin. Quelle que soit l'équipe dans laquelle ça se passera, Lakers ou pas Lakers ou quoi, on s'en fout. Si DeMarcus Cousins est capable, par exemple, la saison prochaine, de débarquer dans n'importe quelle équipe et d'être en 24-10 avec 4 passes d'ess et qu'on se fasse « Oh putain, le truc de ouf et tout », eh ben ça augmente complètement la perception qu'on a du joueur. C'est la perception qu'on a de Paul George, c'est la perception qu'on a, on espère en touchant du bois de Gordon Hayward, évidemment, ça rentre en compte, je suis d'accord. Voilà. Non, je suis bien d'accord, c'est pour ça que je posais la question. Voilà, donc Bernard, 78. Magnifique. Son maillot n'est pas retiré par les Kings. Par les Knicks. Par les Knicks. Ouh là là, c'est mercredi. Bernard King. Désolé. Oui, par les Knicks. On l'a déjà dit, tu l'avais déjà dit, c'est... Bon, je peux comprendre et en même temps, je trouve pas ça normal. Voilà. Non, je suis bien d'accord. Je vais le dire comme ça. Je suis bien d'accord. Place 77 Place 77. Place 77. Donc Alex nous a mis Monsieur Bernard King en place 78 et j'ai mis Monsieur Chris Bosh en place en 7-7. On est dans le 7-7, les fratés. Et moi je passe au poste d'arrière. Et toi tu passes au poste ? C'est un pivot. C'est un pivot. Pour moi, sur ce poste, Monsieur Dwight Howard. Monsieur Dwight Howard, il est dans ton top 80. Oui. J'ai mis Mitch Richmond en 77. Lui aussi, chez moi, il a été plus haut pendant pas mal de temps. Ouais. Et puis il a baissé petit à petit.
Moi, c'est l'inverse, tu vois. Il était vraiment au cul du top 100 et il est monté petit à petit. D'accord, c'est marrant. Ok, pourquoi pas. Au final, il se retrouve à des places très similaires. D'ailleurs, Mitch Richmond a une place très similaire de la mienne aussi. Oh, on est dans le même range, hein, on est ouais, tout à vraiment fait. dans le même range. Dwight Howard, je vais pas du tout refaire le profil du truc. Juste moi, pourquoi il était plus haut pendant longtemps? Parce que franchise player, 3 fois défenseur de l'année, qui arrive à emmener, bon, il n'y a pas eu la bague, mais qui arrive à emmener sa franchise en finale, et ben finalement, en fait, c'est un profil que tu n'as pas tant que ça dans l'histoire NBA. C'est-à-dire que les énormes défenseurs, Ben Wallace, Dikembe Mutombo, Alonzo Mourning, pourquoi pas, est-ce qu'ils ont vraiment déjà été franchise player en mode je porte ma franchise très loin en playoff? Ben Wallace n'était pas un franchise player. Mutombo peut être considéré comme tel, mais du coup c'est un franchise player qui passe tout juste un tour de playoff. Mourning, sa meilleure période, il l'a quand même vécu avec Tim Hardaway à la main. Ou alors au Hornets avant avec Larry Johnson, fait discussion franchise player. Le seul, je compare pas, attention, hein, mais le seul vrai énorme défenseur franchise player comme dans ce genre de poste, c'est du Hakeem Olajuwon. C'est ça, Patrick. C'est ce que je disais, c'est que si tu as un... Pat Ewing, mais il n'a pas été défenseur de l'année. Tout à fait. David Robinson, il a été défenseur de l'année. Si tu as un curseur David Robinson, Dikembe Mutombo, t'essayes de savoir où caser Dwight Howard, et pour certains ça peut paraître un blasphème cette phrase, mais il est là. Non, pour moi Dwight Howard est devant, mieux placé que des Dikembe, que des Ben Wallace. D'accord. Clairement. On se focalise trop sur les 2-3 dernières saisons qu'on vient de vivre. C'est vrai. Il faut absolument sortir de ce registre de culture de l'instant, aussi bien pour... Et de la bague aussi. Et de la bague, aussi bien pour juger des mecs qui viennent de se chier dessus pendant 2-3 ans mais qui ont 10 ans énormes avant, aussi bien aussi pour comparer les joueurs d'aujourd'hui comme on l'a déjà fait aux joueurs d'il y a 40 ans. C'est beaucoup plus facile d'estimer, de surcoter entre guillemets un peu les mecs d'aujourd'hui que les mecs d'il y a 40 ans. Ça c'est sûr. Des fois... On est aussi trop obnubilé par les statistiques d'il y a 40 ans parce que les mecs, un Dwight Howard, ça se trouve Dwight Howard dans les années 60, si ça se trouve. Hein. Je te dis pas que c'est Wilt, mais par contre je te dis que ça prend 20 rebonds par match tout le temps. Tu vois ? Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc j'ai essayé un peu avec mon jugement de positionner Dwight Howard, mais pour moi il était clairement dans le top 100. Et je le dis, il a été plus haut pendant longtemps. Monsieur, il a quand même, là au moment où on parle, il a déjà beaucoup plus de 13 000 rebonds. Ah oui, il est déjà dans les 15 plus gros rebondeurs de tous les temps en termes de volume. Il est déjà devant Shaquille O'Neal, devant des gars comme ça. Il est juste derrière des Hakim et des machins. Enfin, de toute façon, j'avais fait la liste. Franchement, c'est un monstre du poste de pivot, en fait, Dwight Howard. Le club, 18 000 points, 12 000 rebonds. Les 9 mecs avec qui il est, ou 8 mecs avec qui il est, c'est des Hall of Famer top 40, en fait. Tu vois ? Donc s'il gagne la bague avec les Lakers ou avec quelqu'un d'autre... et s'il continue, là, il en fait encore 2-3 descends comme ça, il accumule un peu de rebonds, en fait, il va rentrer dans le top 10 des plus gros rebondeurs de l'histoire. Bon, voilà. Donc, non... Dwight Howard. Dwight Howard, 77ème chez Bibi. Toi, t'as mis Mitch Richmond, du coup, The Rock. Ouais, The Rock, juste par rapport à Dwight Howard, je me demande qui ira aussi haut, tu vois. Je me demande s'il y a des gens qui vont mettre Dwight Howard à cause de ce côté rétroviseur, ce qui se passe ces dernières semaines, ces dernières saisons, ces dernières années entre Houston, Charlotte, etc., qui seront capables de le mettre dans leur top 75. Si vous êtes capable, bien wesh. Et nous, en tout cas, on est dans le range, voilà, 77 à 85. J'ai mis Mitch Richmond, The Rock, Alex Lafay, je dirais la semaine dernière, en fait. Tu l'as mis en place 80... 79, je crois. 79, The Rock, The Chiggity Rock. Je l'ai mis devant McGrady ou pas ? Je me rappelle plus. Oh oui. Juste devant T-Mac, ouais. 79, ouais. Mitch Richmond, tout a été expliqué en long et en large. J'ai checké, puisqu'on en avait parlé la semaine dernière. C'est bien un des premiers papiers qui est sorti de l'histoire sur Trash Talk, sur le site. J'avais balancé un petit dossier sur Bibi. Et donc, ça m'a permis de revérifier certaines choses, notamment le fait que Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Oscar Robertson, Shaquille O'Neal, Allen Iverson et Mitch Richmond, ce sont les seuls joueurs à avoir fait leurs 7 premières saisons à minimum 21 points de moyenne. C'est un petit club. Joli club. Et Jerry West, Michael Jordan, George Gervin, Oscar Robertson et Pete Maravich, si on met Oscar dans les arrières, c'est difficile de trouver des arrières qui ont des meilleures moyennes de scoring en carrière. C'est-à-dire que les Wade, par exemple, ça chute un peu. C'est vraiment Mitch Richmond, c'est 21 minimum, tout le temps. 21 points, tout le temps, de moyenne. Et donc, comme on l'a dit, de l'attaque et de la défense,
Tout a été expliqué par Alex. Je sais pas si on a ressorti les pourcentages en carrière. C'est hyper sale, vas-y. À vérifier, mais je crois que j'ai du 46% au tir, 40% de loin et 85% sur la ligne. C'est bien. C'est propre. Dans une époque où on peut mettre les coudes dans ta gueule. C'est propre au nez. C'est ça. Et je termine enfin avec 2 petites références. Évidemment, Michael Jordan qui nous a dit Mitch Richmond est le joueur le plus dur contre lequel j'ai joué en attaque et en défense. Et Phil Jackson qui a ajouté Mitch peut sortir n'importe quel joueur vu son bagage offensif. Il vous fera commettre des fautes auxquelles vous ne vous attendez pas. Et défensivement, il est aussi bon que Michael Jordan. Tu sens que les Bulls, ils en ont chié avec Mitch Richmond. Putain, quand t'as Phil Jackson et Michael Jordan qui disent ça sur toi, surtout je m'en bats les couilles. Vu les égos des deux cons, c'est ça. C'est pas des mecs qui font beaucoup de compliments dans l'ensemble. Et quand tu fais ça chez les Sacramento Kings, t'as tout le respect du monde. Ouais, j'avoue. Non, mais ça là-dessus, Mitch Richmond, voilà. C'est un des rares joueurs dans cette ligue qui essaye. Oh oui, pardon. C'est un des rares joueurs dans cette ligue qui essaye et arrive à stopper Michael. Voilà. Arrive à stopper. Là, il s'est enflammé. Qu'est-ce qu'il avait? Il y a eu 2-3. Il a pris de la drogue ou quoi? Non. Faut quand même pas s'enflammer là, quand même. Je pense que ça devait être une veille de match pour le flatter de ses genres. Il voulait piquer Michael. Il voulait que Michael mette 50 points le lendemain. Je pense que c'est pas le meilleur arrière de la ligue. C'est ça. Juste pour le saouler. Michael Jordan? Ouais, bah il est. C'est top 5 arrière, quoi. Ouais. Il est top 10 MVP, hein. En tout cas, Mitch Richmond, n'hésitez pas à vous renseigner sur lui. Typique profil du joueur qui a en fait cartonné individuellement, mais jamais collectivement, avant de traîner les pieds. Pour il a une bague, mais bon, vraiment en bout de banc, mais il a une bague. C'est même, j'avais été vérifié, c'est même lui qui dribble avec la balle, genre à la fin d'un blowout, quand les Lakers récupèrent la bague, quoi. C'est la fin du match, du truc, il est là, il dribble, et genre, bon, bah c'est parti. Hein. Pardon, j'ai un peu de retard. Contre les Nets 76, je crois que c'est Nets, ouais. Ah, 2002, c'est les Nets, ouais. Place 76, c'est vrai. Enfin, est-ce que c'était une Il a la bague de 2002, je veux dire, le mec a quand même été. Genre, il était là pendant le Game 6 de 2002, mais il avait le maillot des Lakers, quoi. Mitch Richmond. Bref. Game 6, c'était pas un sweep cette année. Bref. Allez, monsieur. Tu as mis qui? Adrian Dantley. Très bien. J'ai mis Dennis Rodman. D'accord. Je l'ai un peu plus haut. Je l'ai nettement plus haut. Enfin, tu l'as nettement plus haut? Tout dépend de ce qu'on appelle nettement. Là, je vais pas spoiler. Ok, top 70? Je sais pas, faudrait que je vérifie. Attends, top 70? Faudrait que je vérifie, je te dis, là, mon téléphone est éteint. Oh, ok, très bien. Vas-y, Heidi. Bah, le premier Heidi. Je vais pas... Ouais, c'est le premier Heidi. Bon, peut-être pas, remarque. Je vais pas redire tout ce que Bastien a dit. On sait qu'Adrian Dantley, c'est un garçon, comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente, il me semble, qui, quand il se lève le matin, quand il pose le pied gauche par terre, il a mis 10 points. Quand il pose le pied droit, 30 points. Ouais, il a fait tomber 20 points. Et quand il arrive dans sa cuisine pour se servir son café, il a mis 30 points. Voilà. Les pourcentages sont extrêmement sales. On peut recommencer là-dessus. Je vais juste prendre une petite anecdote. Son surnom, c'est The Teacher. Du coup, tu vois, j'étais là en train de préparer. Je dis, tiens, mais je vais aller checker pourquoi. L'anecdote, je l'ai trouvée sur le Washington Post. Donc, c'est quand même le mec, quand il était... Bon, je vais vous la faire de mémoire parce que, bon, comme j'ai dit, mon téléphone est éteint. Grosso modo, quand il était au lycée, son coach de basket, c'était aussi son prof d'histoire. Ouais. Et Adrian Dantley avait une réputation quand même de mec assez bosseur. Et le prof d'histoire, il avait fait une interro hyper balèze et tout. Et tout le monde a sous-performé, sauf Adrian Dantley, qui avait fait une super note. Du coup, le prof, il était sûr qu'il avait triché. Il a essayé de le coincer. Et Adrian Dantley, le prof explique qu'Adrian Dantley avait anticipé le fait que le prof allait jamais y croire et allait essayer de le coincer. Du coup, il avait surrévisé pour être super prêt. Et comme c'est un garçon très discipliné, en fait, il avait la réponse à toutes les questions. Et du coup, le prof d'histoire, qui est aussi le coach de basket, dit il était pareil en fait sur le terrain de basket. C'est pour ça qu'on l'a surnommé The Teacher. Magnifique. Et je trouve que ça résume bien la carrière d'Adrian Dantley, c'est-à-dire que c'est un gros bosseur d'une régularité monstrueuse en fait. Quand tu checkes les matchs, les lignes de stats et tout, tu te rends compte que toutes ces années au Jazz, ses meilleures années au Jazz, 6-7 saisons, il est All-Star à chaque fois. Il y en a 4 de suite à plus de 30 points de moyenne, dont 2 fois où il est le meilleur scoreur de la ligue. Alors c'est vrai que c'est les années 80, donc c'est les années où la pace était aussi rapide, voire plus rapide qu'aujourd'hui, et donc pour un mec comme ça, un mid-range rapide, slasher et tout, beaucoup de lancers provoqués. Que du bonheur. C'est un rookie qui a débarqué, qui a mis plus de 20 points en prenant plus de 7 rebonds. Il a 11 saisons dans sa carrière, 11 saisons régulières à plus de 20 points de moyenne. En fait, c'est beaucoup. Quand tu regardes par rapport à tout plein d'autres scoreurs, il y a toujours, tu sais, là, 19 points, ça commence à baisser et tout. Non, pas Adrian Dantley. Évidemment, il y a plus de 23 000 points. Donc là, on n'est pas dans le club des 20 000. C'est quand même un club 23 000.
C'est pas aussi bien que le club des 25 000, mais c'est déjà un club où tu tries un peu plus sur le volet, quoi. Donc voilà, tout ça mis bout à bout. Numéro 4 retiré par le Utah Jazz. Sacré Eddie. Adrian Dantley, je me suis senti obligé de le mettre devant Bernard King, devant McGrady et devant Richmond. Alors que toi, je vois que tu as mis Richmond, mais après, bon, ça joue à très peu de place. Mais c'est l'affect qui rentre en jeu. Et je sens que Bastien nous a mis McGrady devant Kobe. Donc bon. Ça, c'est encore autre chose. Désolé pour ce spoil d'Alex. Je n'y peux rien. Un autre moment. Désolé. Anthony Davis, pardon, waouh. Adrian Dantley, qui est n'importe quoi, mais c'est les AD qui me font confondre. Qui est arbitre, d'ailleurs, maintenant. Un des rares. C'est un Hall of Famer, arbitre vraiment au niveau lycéen. C'est-à-dire que le mec est tellement passionné de basket qu'il continue et il prend le sifflet. Moi, j'aime bien me prendre une faute sifflée par Adrian Dantley dans un petit lycée. Tranquille. À Bourgade à l'Est. Ouais. Surtout qu'à la mi-temps, l'arbitre, il peut te rentrer quelques tirs. Si t'as besoin, l'arbitre, il met un maillot. À mon avis, tu contestes pas trop, quoi. Non. Genre, t'es sûr qu'il y a... Ok, ouais, je pense que le gars, qu'il y a faute. Il a la réputation, en tout cas, de pas beaucoup rigoler sur tout ce qui est discipline et tout. Et voilà, cette histoire de teacher, là, elle m'a bien fait marrer. Je trouve ça hyper intéressant. Place 76, monsieur Adrien Dantley pour Alex. Eh bien, moi, j'ai mis Dennis Rodman, que vous retrouverez donc devant Kevin Garnett et Tim Duncan dans le classement d'Alex, évidemment. The Worm. Je vois pas le problème. The Worm. J'ai décidé d'opter pour une story divisée en deux. C'est-à-dire que je vais donner certains éléments, mais je sais aussi que quand il va apparaître très probablement dans ton classement... Oh non, mais vas-y, fais-toi plaisir. J'aurais forcément des trucs à rajouter. C'est un personnage tellement riche. C'est ça. On pourrait en faire tout un site et une émission. Au-delà de 5 fois champion, 2 fois All-Star, 2 fois défenseur de l'année, 7 fois meilleur rebondeur de suite de la NBA, j'ai envie de dire que on a fait un top 10 des athlètes all-time et je crois qu'il est extrêmement bien placé. Il est en discussion avec Wilt, avec David Robinson, avec LeBron. C'est ça. Avec c'est très difficile de trouver un meilleur athlète dans l'histoire de ce sport et même d'une manière générale parce que pour 2 mètres et 100 kills, de pouvoir littéralement défendre sur 5 postes comme il l'a montré, ça c'est quelque chose d'assez historique. Non, moi en fait c'est toute la peinture, c'est à la fois le coéquipier, le défenseur, ce qui a démarré avec les Pistons, puis ensuite la chute, tentative de suicide en 93, passage par les Spurs, où en fait avec David Robinson ça ne marche pas parce qu'on est sur 2 écoles totalement différentes. L'ambiance Popovich, tout ça marche pas trop. Bob Hill et tout. Ouais, c'est Bob Hill surtout qui est là, mais oui en effet c'est surtout David Robinson à la Popovich, paroisse. Il l'a pas eu du tout, Rodman. Je pense pas. Sur la fin de il était plutôt GM en fait, Pop, à l'époque, mais... David Robinson, la paroisse tous les dimanches, tout va bien, excellent orateur, etc. Avec la paroisse, Rodman, bon. Dennis Rodman qui était là, fuck tout le monde. Je vais retrouver Carmen Electra, moi, en fait, donc je peux pas venir à la messe. Ouais. Allô Madonna. Malheureusement, ça va pas se passer. Donc non, honnêtement, c'est tout le personnage qui est fabuleux et qui fait qu'il doit être dans le top 100, de Bad Boy à sa biographie. Et ce qu'on a vu par la suite, oui, très bon. Et ce qu'on a vu par la suite, aujourd'hui, plein de gens le connaissent à cause de ce qui s'est passé avec la Corée. Il y a eu des histoires on avait écrit sur Trash Talk avec Giovanni sur le fait le personnage, il est fou. Il s'était fracturé 3 fois le pénis quand même, faut le dire, monsieur Dennis Rodman. Le personnage est fou. Tabassé un photographe. Enfin bon, bref, en fait, j'ai juste retenu 2 trucs. C'est que il y a le winner, le défenseur et le côté sacrifice, cette espèce de tourbillon de personnages qui représente, qui est absolument fou. Et ce qui me retient de le mettre beaucoup plus haut, c'est cette production offensive très limite. Et ce technicien de limite. C'est-à-dire qu'il était capable, mais ça reste un joueur qui a montré tellement de choses différentes. Même Chuck Daly, tu vois, j'avais été un peu fouillé, même Chuck Daly disait, parfois, il y avait aussi un tout petit peu trop de je veux prendre le rebond, je veux reprendre le rebond, je veux reprendre le rebond, et donc j'en venais à oublier aussi ce qui se passait en défense. Donc il y avait un côté incontrôlable qui m'empêche en fait de vraiment le mettre beaucoup plus haut. Je trouve que la légende de Rodman en tant que personnage ne doit pas forcément prendre le dessus sur le joueur, et que le joueur, s'il était très bon, est souvent un peu supplanté par lui, par ce côté coloré, les cheveux dans toutes les couleurs à San Antonio. Non, j'avais juste noté 2 trucs. Tu sais, on avait pas mal parlé de Don Nelson. Je sais plus de quelle équipe il est coach, mais je crois que c'est à Dallas à ce moment-là, c'est en 97. Oui, bah c'est ça, c'est Bulls Mavs. Et en fait, le record de fautes, 6 fautes le plus rapide, c'est Bubba Wells. Tu sais, 6 fautes en 3 minutes.
Et en fait, c'était sur Dennis Rodman, parce que Donnie Nelson, c'est les prémices du hack à Shaq. C'est-à-dire que personne ne faisait cette technique-là. Au fur et à mesure que le top 100 il va passer, Don Nelson, c'est une dinguerie. Il est numéro 1 du top 100. Il est numéro 1. Putain. Et d'avoir fait... C'est lui qui a notamment demandé à Bubba Wells de faire 6 fautes sur Dennis Rodman, bon, ce qui s'est retourné contre lui parce que Dennis Rodman finalement a mis ses lancers ce soir-là. Il est pas si maladroit, Dennis Rodman. Et il a mis ses lancers ce soir-là. Et en fait, c'était juste cette anecdote-là où en fait, des gars comme Don Nelson essayaient déjà de mettre des stratégies anti-Shaq, mais sur d'autres mecs. Mais ouais. Qui étaient fous. Et juste évidemment à Dallas où il a terminé sa carrière parce qu'il est passé par Lakers, Pistons, Spurs, Bulls, etc. Lakers aussi. À Dallas, 12 matchs joués, 6 fautes techniques, une fois expulsé 2 fois et un match de suspension. C'est en 12 matchs ça. Bien, franchement, c'est un bon ratio. Il devait être déjà bien vieux, mine de rien. Ouais, il avait du bon kilométrage. Ce qui est assez intéressant avec ce joueur, c'est que par rapport à l'hygiène de vie assez crado qu'il a quand même eu assez ouvertement, tu vois, Dennis Rodman, il s'en cachait pas de ses sorties, de son penchant pour les substances pas forcément licites et tout, enfin tu vois, il s'en est jamais caché. La jante féminine, tout ça. La jante féminine, mais ça, la jante féminine, ça n'a jamais empêché personne de jouer au basket, ça. Alors que picoler la veille des matchs ou rater les entraînements parce que t'es trop déchiré. Va aller voir les coulisses des Bulls et t'inquiète qu'il se passait 2-3 trucs dans les vestiaires. Voilà. Et c'était pas avec des substances. Donc si tu veux, il s'en est jamais trop caché de tout ça, malgré cette hygiène de vie et ce corps qu'il a mis à rude épreuve dans plein de circonstances, bah, il a tenu vachement vieux. Genre, mine de rien, on oublie, mais le deuxième sweep-it des Bulls, putain, il a quel âge, Rodman, sans déconner, quand il est encore meilleur rebondeur de la ligue, là, devant tout le monde. Ouais, 33, là, 32, 33 largement. Il est pas tellement plus jeune que Rodman, que Jordan, lui. Hein. Bien sûr. Donc bon, ça c'est quelque chose que je trouve assez impressionnant, ce genre de profil de mec, c'est-à-dire... Il est incomparable en fait. Il y a plein de joueurs qu'on arrive à mettre dans différentes cases et les rassembler, mais Rodman est vraiment dans une case à part. Et je terminais juste là-dessus par rapport à Monsieur The Worm. Il y a un excellent, au-delà en effet de la biographie As Bad As I Wanna Be de Rodman qui est à lire, il y a aussi le documentaire Beyond the Glory qui est disponible sur YouTube pour ceux qui arrivent à parler notamment anglais. C'est à regarder de toute urgence. Il y a son discours du Hall of Fame aussi, je vous conseille de vous le faire. C'est c'est pas le plus grand moment d'éloquence de la Terre, mais ça t'en dit beaucoup sur le personnage. En transparence et en honnêteté, ça t'en dit beaucoup sur le personnage. On est d'accord, hein. Phil Jackson, il est pas bien. Franchement, il est pas bien. Ouais, non, franchement, c'est un vrai moment, c'est un vrai beau moment du Hall of Fame, je trouve. Ouais. Voilà. J'ai pas pu le mettre plus haut malheureusement à cause de cette production, notamment. Je t'attendais un peu plus. Je vais réparer ça tout à l'heure. Oula, wow. Tu verras bien. En avril, c'est ça. Du coup, on va montrer, je pense aussi, le petit gros tableau, si ça te dit, pour montrer aux gens comment ça se passe au niveau du reveal. Allez, 3, 2, 1. Boum. Les places 78, 77, 76 d'Alex, tu nous as mis donc Bernard King en 78, Dwight Howard en 77 et notre ami donc Adrian Dantley en 76. Magnifique. Eh bien, voici mon top 100 avec les places 78, 77, 76. Chris Bosh qui intègre la place 78, en 77 Monsieur Mitch Richmond et après The Worm, Dennis Rodman. Voilà pour les 3 places du jour. Maintenant, on va pouvoir débattre. Comment ça se passe, on discute ? Tout à fait. Donc on se met bien, on sort son meilleur thé, ma foi. Installez-vous, trempez les gâteaux. Tout à fait. Ça va discuter sec là. Le débat du jour vient notamment d'une question et de questions qui avaient été posées dans les commentaires, qu'on a voulu agrandir un petit peu en mode débat, ma foi. Et c'est l'esthétisme par rapport à la production pure statistique. Quand on regarde un joueur, on est obligé de le regarder sous tous ses angles, mais il y a des joueurs qui nous attirent parce qu'ils sont beaux à voir jouer, ce qui est très subjectif, et il y a des joueurs qui sont très impressionnants parce qu'ils ont produit. Le côté esthétisme versus réalisme, un peu là. Réalisme, esthétisme, efficacité. C'est ça. What the actual fuck. Esthétisme et efficacité. Quand vous êtes un joueur extrêmement efficace, productif, mais avec le charisme d'un poireau, genre un ailier fort de San Antonio, comment est-ce que vous vous classez dans le palmarès notamment et dans la perception des gens par rapport à un joueur incroyable dunker qui a joué à Toronto et qui n'a rien sur son palmarès en termes de bague. Difficile parfois de jauger ça. Et encore, je comprends. Il y a des meilleurs exemples, hein, mais oui, je sens ça. Donc Duncan, très très bon exemple. Tim Duncan, parce que l'ailier fort de San Antonio, hein, c'était donc Tim Duncan. Hein. C'était pas Robert Horry ou je ne sais quel autre ailier fort que vous avez pu avoir dans des belles années. Boris. Tim Duncan,
très bon exemple parce qu'effectivement, Tim Duncan, en termes esthétiques, franchement, son handle, ça fait pas rêver. Alors, son shoot, non, ce que je veux dire, regarde, je vais me faire la attention à l'esthétique de Duncan. Non mais excuse-moi, son geste de shoot c'est pas hyper beau, sa courbe de shoot c'est assez raide. Non mais il est pas flashy quoi. Ces petits hooks, c'est très propre, mais il y a pas ce côté fluide comme ont pu avoir d'autres intérieurs, je sais pas, genre Hakim, McHale évidemment. Je veux dire, même le Shaq sur les petits hooks ou sa façon de se déplacer sur un terrain, il a un côté plus... Il y a un côté robotique avec Duncan qui était chiant à mourir. Il y a un côté robotique, exactement. Robotique, c'est le très bon mot avec Duncan. Et en parallèle de ça, effectivement, le mec a des fondamentaux tellement dingues, il est d'une efficacité et d'une intelligence. Après, tu peux aussi être esthétique et être intelligent, attention. Hein. Mais il est d'une efficacité et d'une intelligence tellement au-dessus de la moyenne, Tim Duncan, que du coup, il en a fait une carrière incroyable. Et il y a même une franchise entière qui doit presque tout à Tim Duncan. Tim Duncan lui doit beaucoup à cette franchise, mais... Là, pour le coup, je vais dire, à un moment donné, les Spurs, Tim Duncan, c'est les Spurs, quoi. Après, il y a Greg Popovich, tout ça, Tim Duncan, quoi. Il a construit, tu vois, un peu comme, je sais pas, moi, Jordan avec les Bulls, tu vois. Bien sûr. Non, mais ça va jouer contre lui, ça, par exemple, lui ou d'autres joueurs comme ça. Oui. Enfin, je veux dire, j'ai pas d'autres noms sous les yeux. Là, j'ai sorti l'exemple de Duncan parce que c'est souvent cet exemple-là d'Apex, de charisme de Poirot par rapport à une efficacité incroyable, mais on n'a jamais trop apprécié John Stockton, par exemple, à sa juste valeur, parce qu'il y a un côté aussi très secrétaire. Stockton, c'est un assez bon exemple, effectivement. Secrétaire, tous les soirs, la même chose, la même production, pas trop magique, des bêtes de passe. Est-ce que James Harden va rentrer dans ce genre de catégorie ou pas ? Absolument Comment pas. Il est critiqué sur ce que ça rend visuellement son jeu. Non, je demande. Hein. Je pense pas. Enfin, moi, tu vois, réponse à chaud. Au moment où on fait cette vidéo, on est complètement dans l'instant, là, donc c'est pas facile de prendre du recul. Mais concrètement, il y a énormément de critiques. Difficile aujourd'hui de critiquer l'efficacité d'Harden, tu vois, à un moment donné, voilà. Bien sûr. Par contre, il y a de la vraie critique sur le jeu que ça induit, le fait qu'il y ait Harden. Ouais, mais il y a suffisamment de nasty quand même dans le jeu de Harden pour faire soulever les foules. Ok. Les 3 points de 9-10 mètres, les crossovers, les dunks et les posters. Il y en a quand même. Il y a du nasty. Quand même. Mais il y a tout un côté genre... mais non, mais moi je ne vais pas forcément partager cet avis qui est répandu sur Harden. C'est pas ce que je suis en train de dire, je pose juste la question. Non, mais c'est pour ça que j'essaie de voir notamment d'autres exemples qu'on a pu avoir, parce qu'il y a Duncan, il y a Stockton qui sont souvent pris comme tels, mais si tu regardes la perception qu'on se fait... Karim Abdul-Jabbar. La perception qu'on se fait sur des mecs comme ça, donc eux c'est l'anti-show. Karim Abdul-Jabbar, il a joué dans le Showtime, mais c'était pas lui le Showtime, c'était Magic. C'est ça. Si tu fais un 5 des mecs vraiment pas funky, avec Karim, Duncan, Stockton. Je te trouve d'autres mecs là. Qu'est-ce qu'on fout en deux ? Après les deux, le problème c'est que souvent les deux ils sont amenés à être quand même. Jerry West ? Tu peux, Jerry West, mais. Mais c'est compliqué. Mais ce qui est dur, c'est que tu vois, par exemple, ces gars-là, il y a des ailiers. Tu vois, le poste d'ailier, c'est souvent celui qui me marque le plus dans ce débat. Parce qu'il y a des mecs, tu as Vince Carter, Dominic Wilkins, Scottie Pippen. Il y a un côté showman, tu vois, qui est. Matt Grady. T-Mac, etc. Exactement. Bernard King, on vient d'en parler. Et pourtant, il y a d'autres ailiers qui vont être un peu plus dans l'ombre. Et c'est difficile de savoir. Dantley et Gervin, par exemple. Comment ça se fait qu'on mette Richmond aussi bas, tu vois, alors que la production, elle est complètement folle, et que si tu ajoutes de la sauce, du spicy à Mitch Richmond, Adrian Dantley, etc., top, pardon, wow. Ouais, faut ajouter des titres aussi, peut-être. Il faut rajouter des titres, évidemment. Un peu. Bien sûr, mais c'est juste que... Quand même. Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on jauge, en effet, où est-ce qu'on le classe, en fait, l'esthétisme ? C'est ça toute la question. Alors, où est-ce qu'on classe l'esthétisme ? Et puis après, du coup, il y a un autre inconvénient, c'est que, là, on parle souvent d'objectivité et de subjectivité. Bon, voilà. S'il y a bien un truc qui est complètement subjectif, c'est l'esthétisme. Genre, moi, j'ai quand même lu à plusieurs reprises que c'était chiant de regarder Curry jouer au basketball. Moi, quand je dis ça, j'ai mal aux yeux, tu vois. Qui a dit ça ? Je l'ai lu. On a vu plein de fois des gens dire oui, LeBron, c'est un bourrin qui va tout droit. Alors ça, oui, on l'a déjà entendu. Bon, et c'est chaud. Donc on parle d'esthétisme là. Tout à fait. Quand on dit LeBron c'est un bourrin, on est sur de l'esthétisme, on dit oui. Moi je trouve ça hyper chaud de dire ça. Hein. Bien sûr, pareil. Vraiment. Bien sûr. Vraiment. Bien sûr. Genre. Donc ça après c'est très subjectif, chacun a son truc. Et quoi. Ouais. Et donc tu vois, t'as peut-être des gens qui habitent dans le Texas, dans une ville qui commence par un S, qui finit par Nio, qui vont te dire que Tim Duncan c'est agréable à regarder jouer, tu vois, qui vont trouver ça intéressant. Oui. Moi et j'aurais pas de problème avec ça. Je veux dire, je pourrais avoir, tu vois, il peut y avoir
il y a aussi le côté, genre, il y a des joueurs très esthétiques. Je sais pas, Allen Iverson, par exemple. Moi, je trouve très esthétique Allen Iverson. J'ai toujours trouvé Charles Barkley absolument incroyable à regarder jouer, tu vois. KG. Ou KG. Mais KG, je voulais pas le mettre exprès dans cette discussion, parce que tu vois où je veux en venir, qui n'ont pas gagné. Et il y a toujours eu leurs détracteurs qui disaient oui, mais Iverson c'est un croqueur, Barkley c'était pas un vrai leader, tu vois. Genre ils expliquent, ils mettent un peu ils tirent de l'esthétisme des défauts qu'ils cherchent à expliquer que ça gagne pas. Ouais, trop street, trop truc, bien sûr, mais il y a tout le temps eu ce suivi-là par rapport aux joueurs. On disait quand t'es pas assez sérieux et que t'es trop showman, tu peux pas remporter. Ce qui a amené après au côté Curry, on s'est dit, putain, le mec, tu peux faire le show et en même temps aller remporter de la bagousse, quoi. Il a fait un hit check de 80 matchs. Bien sûr. Et après, derrière, avec les playoffs qui vont avec. Par contre, c'est sûr que là, quand tu vois ces joueurs-là, tu te dis, comment ça se fait qu'ils ne soient pas autant acceptés. Et souvent, le passage à la bague, c'est marrant à quel point le passage à la bague peut calmer les choses. Il faut gagner. Et il faut gagner, c'est normal parce qu'à ce moment-là, il faut être sérieux. Totalement. Mais tu vois, quand on parle de ce côté esthétique, il y a les goûts et les couleurs, on est tous différents et ça, c'est normal. Mais c'est ouf de voir, je t'invite à regarder le haut de ton tableau, en tout cas le mien, c'est sûr, à quel point ceux qui arrivent à rassembler le plus de gens sur la beauté de leur jeu sont très haut classés. Ok, quand même, Tim Duncan, on va quand même être nombreux à accepter de dire que c'est pas hyper beau. Je pense qu'il va quand même être haut dans le top 100 de beaucoup de gens. Tout à fait. Je reviens juste sur l'élément. Chacun a essayé de trouver beau les choses, etc. Il y a les contre-exemples, Karim Duncan, etc. Mais quand tu regardes des numéros 23, quand tu regardes un meneur de l'autre, tu vois, il y en a quand même plein qui disent que c'est pas beau. Il y a des gens vraiment qui disent que c'est pas beau. Bien sûr, mais c'est juste que si tu regardes par exemple un Magic. Oui. Bon, Magic, oui. Magic, par exemple, c'est un des joueurs qui a le plus rassemblé les gens sur l'esthétique de son jeu. Peut-être même Et du coup, ça rend quasi unanime sa place parmi les plus grands. Parce qu'il y a aussi il y a 5 bagues. Il y a 5 bagues, tout à fait. Mais il n'y a pas forcément la production, quand on va le faire et qu'on va venir. Scoré, il n'y a pas forcément la production des mecs qui sont au-dessus à titre individuel. Je suis d'accord. Mais parce qu'il y a le côté sourire et domination. Et puis l'esthétisme, c'est aussi dû à ce que tu en vois. C'est-à-dire que Bill Russell et Will Chamberlain, quand on parle d'esthétisme, ils sont forcément désavantagés parce qu'on les a pas beaucoup vus jouer en direct, évidemment non, mais même en termes de footage disponible, il y en a, mais il y en a moins que Magic, il y en a moins que Jordan évidemment, et il y en a beaucoup moins que les joueurs actuels, forcément. Donc ça joue. Bien sûr, et c'est ce qui fait tout le. Sinon, Pete Maravich, bref, tu vois. Et bien sûr, et c'est tout le mystère par rapport à ce mec-là, par exemple Pete Maravich, et un mec sur lequel moi je sais, j'ai galéré, et je pense toi aussi, qui est Julius Erving. C'est-à-dire qu'on a toutes ces fables et ces contes. Autour de ce mec-là, on nous a dit il était incroyable, il révolutionnait le jeu, etc. Machin. On a quelques images, mais on manque de ça. Et ça a tellement. Quand tu vois ces témoignages-là de ces mecs-là, tu entends que tout ce qu'ils montrent, en effet, il y a un peu de domination, mais c'est surtout que. Il disait quand tu allais voir Julius Erving jouer, tu savais que tu allais repartir avec quelque chose que tu n'avais jamais vu auparavant. Bien sûr, il y a un côté faire lever les foules et tout, mais bien sûr, évidemment. Et donc ça joue sur la façon dont on perçoit les joueurs. Tout sport confondu en plus, hein, putain. Évidemment que c'est tout sport. Dès qu'il y a un ballon, et même sans ballon parfois, après moi je suis plus sport de baballe, hein. Dès qu'il n'y a pas de baballe, moi j'avoue j'ai un peu plus de mal à m'intéresser. Le palais qui glisse avec des balais, moi j'aime bien, hein. C'est pas un ballon. C'est goût, hein. Ouais. Oui, l'esthétisme, forcément ça influe, et forcément ça influe pas forcément toujours dans le bon sens entre guillemets, d'un point de vue de chacun, c'est-à-dire que Bastien, il trouve que Tim Duncan c'est beaucoup plus beau à regarder que je ne sais qui, et moi je vais pas être d'accord, et ainsi de suite. Et donc du coup, c'est vrai que ça va être intéressant de voir, plus on va monter dans le top 100, je pense que c'est une question qu'il va falloir qu'on se repose. C'est plus on va monter dans le top 100, jusqu'à quel point l'esthétisme va influencer, je sais pas moi, l'éventuel classement de Ray Allen, où tu parlais de Vince Carter tout à l'heure. Ray Allen, je veux dire, c'est un des mecs qui a l'un des plus beaux shoots de l'histoire de l'humanité. En termes de gestuel. Bien sûr. Putain, on parle de basket, on parle de shooter, de mettre le ballon dans le panier. Putain, droit comme un hit, tout ça là. Qu'est-ce qui fait que tu le fous derrière tel ou tel mec qui ont plus de production? Voilà. Bien sûr. Ça reviendra sur la table parce que cette question, elle est intrinsèquement liée à la façon dont on voit les joueurs. C'est juste étonnant de voir
Tu vois, moi j'ai souvent eu cette perception par rapport à Duncan, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler en large quand son spot viendra, mais il y a une espèce d'unanimité par rapport au spot de meilleur ailier fort de tous les temps. Et j'ai l'impression que le prochain qui sera titré, efficace, mais qui en plus aura l'esthétisme, va vite rentrer dans la conversation. Parce que c'est comme s'il manquait ça, tu vois, pour rendre la question difficile à débattre. D'accord, mais par contre, va falloir enfiler les saisons en 24-12 et puis prendre 5 bagues et bien puis sûr. être le visage d'une franchise pendant 20 ans. Bien sûr. Donc le défi, il est pas mince. C'est pas juste une histoire d'esthétique. Non, je dis pas que c'est juste une histoire. Je dis juste que je suis bien content que tu mentionnes ça, parce qu'il va falloir un moment, comme pour d'autres gars qui sont très bien placés dans leur classement, il va falloir qu'on le remette en classe, parce que là, par exemple, tu dis ça pour Duncan parce que c'est récent, mais on s'est charclé sur John Havlicek alors que tu as été le visage de ta franchise avec 8 bagues pendant machin, mais il n'y avait pas forcément l'esthétique ou les images qu'on avait avec. Alors que pourtant la production elle est là. Ouais, on s'est charclé parce que moi j'ai un autre joueur à mettre en face. Plus esthétique. Un peu, ouais, mais. Enfin, tu vois, qui a un palmarès très équivalent. Bien sûr, mais c'est pour ça que quand tu mentionnes ça par rapport à remettre dans le contexte à quel point ces gens-là ont porté leur franchise, ont été productifs, on est tenté à l'idée de mettre des gars devant alors qu'ils ont été trop forts et trop dominants, quoi. C'est ça qui en effet va revenir, je pense, de manière assez régulière, parce que là, sur le cas Harden, ouais, c'est les goûts et les couleurs. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui trouvent ça insupportable. Le fait est que c'est efficace, quoi. C'est efficace à titre individuel. Faudrait que ça gagne. Que ça gagne pas que des matchs de régulière, je veux dire. Je crois que c'est le mec ça y est, en finale NBA, pourquoi pas de la bague, pourquoi pas du MVP de finale, des choses comme ça. Mais ça va jouer forcément. Après, on est dans un top 100 all-time. On est dans la saison 2019-2020. Encore une fois, il y a des joueurs qui sont naturellement désavantagés, ce sont les monstres actuels. Les mecs qui sont actuellement en train de dominer la NBA sont forcément désavantagés puisqu'on ne sait pas encore jusqu'où ils vont aller. C'est pour ça qu'on a déjà passé des Giannis, des Klay Thompson, tout à fait, Lillard, machin truc. Que moi j'ai mis Anthony Davis tout au bout de mon top 100, mais que l'autre, tu lui donnes un ou deux petits trophées à mettre dans l'armoire, ça va monter en flèche direct. Tu vois. Donc, bon. C'est pour ça qu'un mec comme Harden, tu vois, c'est celui qui, je trouve, crée le plus de discussions autour de ça, parce que il y a comme cette espèce de retrait de la part d'une majorité parce qu'il n'a pas cette bague ou emmener les Rockets en finale. Mais si tu te projettes un peu là, par rapport au créateur que c'est, les trucs à une jambe, etc. Le joueur offensif. Si tu le vois remporter là un titre si tu le vois remporter un titre en étant MVP des finales, la façon dont on le perçoit aujourd'hui par rapport à le lendemain de cette bague, ça n'a rien à voir. Ça va être fou. Rien à voir. Parce que tu te diras, comment ça se fait qu'on a pu autant le dénigrer ou lui manquer de respect pendant tout ce temps, quoi. Après, il y a des gens qui, dans les années 85, 86, 87, ont osé dire, et aujourd'hui a posteriori ça nous paraît dingue, mais il y a des gens qui ont dit Jordan c'est un soliste, gna 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 gna. Il y a des gens qui ont dit LeBron James peut pas faire gagner, Kobe, tu vois. Donc est-ce que James Harden est de cette trempe là de joueur tellement dominant qu'il va faire taire les critiques en gagnant? L'esthétique prendra le... Et est-ce que dans ce cas-là on verra le côté esthétique d'Harden de manière différente? C'est sûr, parce que aujourd'hui, quand il fait c'est l'exemple même de cette saison. Ce qui est sûr, c'est qu'on verra l'esthétique de manière différente. C'est pas sûr qu'il va gagner des titres. Non, voilà. Attention, oui, tout à fait. Parce que fais gaffe à ce que tu dis. Non, la team séquence, on vous connaît. C'est sûr, parce que quand tu le vois là cette saison, il débarque avec des shoots sur une jambe pour provoquer des lancers, etc. Et il a un bagage offensif et une création qui fait que... Enfin, il va se faire copier. On est de sa génération, on a connu le sidestep, personne ne le faisait vraiment. Quand on va refaire le top 100 all-time dans 10 ans, on va faire, t'as vu, machin, c'est Harden. C'est Harden. Bien sûr. T'as vu, il a pris les moves d'Harden. Il y a des gens qui débattent et qui disent que l'Eurostep, il vient de Harden, alors que voilà. Mais ça, c'est sûr, on va l'avoir droit aussi. Bien sûr. Et donc, si tu ajoutes... que c'est Manu Ginobili qui l'a inventé. Que c'est Ginobili qui l'a ramené. Je resterai objectif jusqu'au bout. Mais lui, tu vois, c'est marrant que jusque-là, le script, ce soit Harden fait ces conneries-là, LOL, c'est super les shoots à une jambe, tout ça pour se faire éliminer en finale de conférence. C'est souvent ce qui est dit. Alors que s'il remporte un titre, avec ce type de jeu-là,
Et en étant, parce qu'il y a l'alignement des planètes et qui fait que tu te faufiles à l'ouest et que tu gagnes la finale. Et que ce mec est bagué dans cette formule-là, ce sera exactement, sous un angle différent, ce qui s'est passé avec Curry. On a dit que c'était impossible de gagner un titre avec des jump shooters qui faisaient les gogoles. Bien sûr, Phil Jackson a dit ça. Il a dit que le 3 points, l'année où il y avait les Hawks 60 wins qui arrêtaient pas de shooter, les Warriors, les Rockets et les Cavs qui shootaient aussi beaucoup. Jackson, il a fait les 3 points. Phil Jackson a fait les 3 points, c'est de la merde, ça n'a pas d'avenir. Tu gagnes pas de titre avec des shooters. Alors que le mec, c'est un tacticien absolument hallucinant qui a fait 20 années de coaching avec une année sur 2, il a une bague au bout, quoi. Donc, comme quoi, tout évolue très vite. Et donc, il y a deux grandes constantes, en fait. C'est l'efficacité qui va donc souvent avec les résultats et le côté esthétique du basket qui est un sport très aérien, très technique avec les mains, où faut le côté déposer la balle, je veux dire... Il y a une poésie. Quand tu vois Kyrie Irving déposer la balle sur une planche, tu comprends bien que le mec n'a pas les mêmes skills que Patrick Beverley ou je ne sais quel autre gars. Bien sûr, tu vois, genre naturellement. Et ça, c'est esthétique. C'est des trucs qui, pour certains de ces trucs-là, qui s'apprennent pas vraiment, en fait. Qui peuvent se travailler, mais qui s'apprennent pas vraiment. C'est ce qui fait que Steve Nash a aussi pris plein de gens dans sa locomotive quand il est passé au Suns. Steve Nash, il y a un côté esthétique quand il a la balle en main, c'est clair. C'est sûr. Et ses passes sont incroyables. C'est ce qui fait qu'il sera peut-être bien classé. Peut-être, ouais. On verra. Ou pas. On verra. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ce débat, notamment tout ce qui est réalisme versus esthétisme. Où est-ce qu'on le cale, l'esthétisme, justement, dans notre façon de voir les joueurs? Où est-ce qu'on les classe? Est-ce que vous êtes plutôt team charisme de Poirot, je m'en bats les couilles, je veux juste de la prod, ou plutôt la team esthétisme? Oh là là, lui, il me fait trop kiffer, je me lève pour regarder ses matchs, donc forcément, il fait partie des greatest. Allez, c'est bien. On est bien d'accord? Allez. Et bien du coup, vous connaissez la suite, nous on se retrouve lundi prochain pour un nouveau petit épisode du Top 100 All Time. On s'occupera donc des places 75, 73. Dans les 3 quarts. Oh putain, on a fait 25% là? Ouais, on rentre dans les 3 quarts. Magnifique. Très bonne semaine à toutes et à tous, bonne fête de Noël et à la semaine prochaine. Ciao.